Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? Aujourd'hui, nous allons parler du mélèze et des mélézins, c'est-à-dire les forêts de mélèze du Briançonnais. Alors, le mélèze, qui est le mélèze d'Europe, que l'on trouve dans le Briançonnais, c'est peut-être l'arbre le plus célèbre des Hautes-Alpes. Les forêts de mélèze constituent ce qu'on appelle des mélézins, qui peuvent être soit purs, c'est-à-dire uniquement constitués de mélèze, soit en mélange avec d'autres arbres, comme le pin cambreau, pour former ce qu'on va appeler à ce moment-là des sambrés mélézins, ou bien comme le pin sylvestre, pour donner des pinèdes mélézins, c'est-à-dire des forêts de pins et de mélèze. Parmi les principales forêts de mélèze du département, nous citerons les superbes mélézins du Queyras, du Briançonnais, de la Vallouise, de l'Embrunais, du Haut-Champsaur. Le mélèze est un conifère dont l'écorce grisâtre ou rougeâtre est crevassée, surtout sur les sujets un peu âgés. Et rappelons que chez les conifères, les graines sont enfermées dans un cône. Le tronc du mélèze peut atteindre 40 mètres de hauteur. Sa longévité peut dépasser les 500 ans. Wow. Les aiguilles vert clair en été sont fines, elles sont souples et disposées en rosette, c'est-à-dire tout attachées au même point. Le mélèze est le seul conifère d'Europe à perdre toutes ses aiguilles à l'automne. Avant de tomber, le feuillage prend une couleur flamboyante. Sa légèreté fait dire au fameux botaniste suisse Favarger, quand il décrit le mélèze, il dit « souple et gracieux ». Le mélèze donne une telle impression de légèreté qu'il ne paraît pas destiné à la terre. Ce n'est pas un arbre, c'est une vapeur. Waouh. L'aspect un peu triste des mélézins l'hiver interroge certains touristes, peu connaisseurs de la nature, et qui demandent parfois « Qu'arrive-t-il à vos sapins ? Ils doivent être malades car ils n'ont plus d'aiguilles. » Les fleurs femelles rouges vifs apparaissent en avril. Ah, les bourgeons, ouais. Après la fécondation, elles se transforment en cônes de petite taille. D'où s'échappent des graines qui sont très légères à la fin de l'hiver. Et la dissémination des graines est donc assurée par le vent. Et les cônes, lorsqu'ils sont vides, peuvent rester sur l'arbre plusieurs années. Certains mélézins sont envahis cycliquement, environ tous les 8-10 ans, par la tordeuse grise du mélèze. Il s'agit de la chenille d'un petit papillon, chenille qui consomme les aiguilles, ce qui provoque une coloration jaune un peu terne du feuillage l'été, certains étés. Cette coloration est visible lorsque la population de chenilles atteint une certaine concentration, environ une centaine de chenilles par kilo de feuillage. Wow. À ce moment-là, les dégâts sont visibles, mais la chenille, elle est présente tout le temps. Sauf qu'on ne voit les dégâts que lorsque la population est importante. D'accord. Il y a eu des dégâts bien visibles en 2025 dans plusieurs mélézins au-delà de 2000 mètres d'altitude, dans le Briançonnais en particulier, par exemple dans le secteur de l'Orcerente. Et en 2026, d'autres secteurs devraient être touchés. L'impact de la tordeuse du mélèze est faible sur le mélèze puisque la croissance de l'arbre n'est diminuée que d'environ 1 cm par siècle. Donc c'est un impact qui est négligeable. Oui. Le bois de mélèze est très résistant aux contraintes et à l'usure. De plus, il est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. Et du fait de ses qualités, on utilise le bois de mélèze dans la fabrication des bardeaux qui recouvrent
les toits de chalets d'alpage dans la fabrication des charpentes. C'est un bois très résistant. Pour les bateaux aussi, non? Aussi également, il y a plein d'usages, j'en donne que quelques... Ouais, de chez nous, quoi. La résine de mélèze est appelée la térébenthine de Venise. Alors, attention de ne pas confondre avec l'essence de térébenthine, qui, elle, est formée par distillation de la résine du pin maritime. Ah, donc rien à voir. C'est la même chose. Et la térébenthine de Venise, donc qui provient du mélèze, était utilisée, mélangée à d'autres substances comme la vaseline, pour fabriquer des pommades aux vertus médicinales. Elle avait également de nombreux autres usages. Rarement, dans certaines conditions, plutôt lorsque le temps est un peu doux, les aiguilles de mélèze sécrètent, peut-être plutôt le matin, de petites gouttes d'un liquide sucré qui cristallise pour former de petites boules blanches un peu gluantes, la manne de Briançon. Ah oui, j'ai déjà vu. Sa saveur sucrée est due à un sucre particulier, le mélésitose. Autrefois, la manne de Briançon était récoltée et on lui attribuait des vertus thérapeutiques, en particulier laxatives. Elle ferait partie des 7 merveilles du Dauphiné. Waouh! Elle est consommée par les fourmis, cette manne de Briançon, et peut être récoltée par les abeilles. L'origine de la manne de Briançon semble encore controversée, voire énigmatique. Certains disent qu'elle provient de déjections de pucerons. D'autres, comme le célèbre ethnobotaniste Pierre Liotagui, indiquent qu'elle est fabriquée sous l'action d'une abeille migratrice. La manne de Briançon semble être devenue très très rare. Les exigences écologiques du mélèze d'Europe sont assez strictes et expliquent sa localisation dans la partie interne des Alpes. Les aiguilles du mélèze étant très fines, elles transpirent beaucoup. Cette transpiration est d'ailleurs nécessaire au mélèze, ce qui fait qu'on va le trouver dans la partie interne des Alpes où le climat est sec, pour lui permettre de transpirer. Si on transplante du mélèze dans une région à climat humide, avec un brouillard fréquent par exemple, le mélèze est alors attaqué par des moisissures, des champignons. Aïe. La perte d'eau par les feuilles de mélèze, elle doit être compensée. Si le mélèze perd beaucoup d'eau, il faut qu'il absorbe beaucoup d'eau au niveau des racines. Ce qui fait que le mélèze va pousser plutôt en versant nord, sur des sols bien pourvus en eau, donc plutôt sur des sols non calcaires, car les sols calcaires sont fissurés et souvent trop secs. Le mélèze peut aussi pousser sur des anciennes moraines, ou des moraines d'anciens glaciers, comme la moraine du Cassé, près de Monétier-les-Bains par exemple. Ah, oui. Alors si on veut résumer ces exigences écologiques du mélèze, on peut dire qu'il aime pousser la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Et comme nous. Cette exigence en eau du mélèze empêche son installation dans les prairies où la concurrence pour l'eau au niveau des racines est importante. Les plantules de mélèze ne peuvent donc se développer que sur des sols peu végétalisés, souvent des sols même un peu mis à nu. Le mélèze est très exigeant en lumière. Il ne peut donc pas régénérer sous lui-même ou sous le couvert d'autres arbres. Ses semis ne supportent pas l'ombre. Il colonise ainsi naturellement les clairières ou les secteurs dégagés par les avalanches et il est très sensible à la concurrence d'autres arbres. Arbre pionnier, le mélèze est un colonisateur rapide. Les mélèzins se rencontrent, c'est-à-dire les forêts de mélèze, se rencontrent essentiellement entre 1600 et 2450 mètres d'altitude dans ce que les botanistes appellent l'étage subalpin. Cependant, dans le Briançonnais, et c'est une particularité du Briançonnais, le mélèze peut descendre à plus basse altitude, c'est-à-dire dans l'étage montagnard entre 1000 et 1600 mètres. Pourquoi ? Parce que le climat du Briançonnais étant sec, il exclut l'épicéa et le sapin à ces altitudes de 1000 à 1600 mètres. Et l'épicéa et le sapin peuvent empêcher le mélèze de pousser. Contrairement dans les Alpes du Nord, on a de l'épicéa et du sapin, qui fait que le mélèze ne peut pas pousser parce qu'il va craindre la concurrence de ces deux autres arbres. Dans le Briançonnais, on n'a pas d'épicéa, pas de sapin à ces altitudes,
Donc le mélèze peut descendre plus bas en altitude. C'est une particularité du briançonnet. Du fait de son feuillage léger, qui laisse passer la lumière, et de ses aiguilles qui sont fines, qui se décomposent facilement, le mélèze va permettre un bon développement d'une végétation en sous-bois, avec des plantes herbacées assez nombreuses, bien denses, avec beaucoup de graminées et des légumineuses qui sont appréciées du bétail. Ce qui fait que pour faciliter le pâturage en sous-bois, et aussi d'ailleurs l'exploitation du bois de mélèze, l'homme a toujours favorisé le mélèze au détriment des autres bois, des autres arbres. Et au début du siècle dernier, les forestiers arrachaient les jeunes plants de sapin et de pin-sambreau de façon à permettre au mélèze de pousser. Et si on trouve d'aussi grands mélèzins dans le briançonnet, où le mélèzin va occuper à peu près 45% de la surface forestière, c'est par l'action de l'homme. C'est parce que l'homme a favorisé le mélèze pour le pâturage en sous-bois et pour l'exploitation forestière. Il le favorise encore. Oui. Sinon, on ne trouverait le mélèze que dans des couloirs d'avalanche. On ne le trouverait également que dans des endroits où les autres arbres sont tombés, des clairières. Ou bien, alors il peut pousser en mélange avec le pin-sambreau. Et d'ailleurs, les forêts de pin-sambreau mélangées avec du mélèze seraient un stade d'équilibre de la forêt, d'évolution de la forêt, ce qu'on appelle le climax, qui est en équilibre avec le milieu et le sol. La biodiversité des mélèzins est très riche. Parmi les plantes, nous citerons le géranium des bois, qui est visible et reconnaissable par ses grandes fleurs bleues et qui apprécie les terrains assez humides. La pulsatie des Alpes, reconnaissable à ses grandes fleurs blanches. La pulsatie des Alpes est une plante de la famille des renoncules. Et elle pousse fréquemment dans les mélèzins, mais également dans les pelouses d'altitude. Le fruit des pulsaties est surmonté d'une arête plumeuse qui assure la dissémination par le vent. Mais attention, cette plante est extrêmement toxique. Elle est irritante pour la peau, pour les muqueuses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mâchonner les tiges, les fleurs. Et elle peut provoquer par ingestion des troubles graves au niveau de la digestion, des troubles digestifs, cardiaques et respiratoires. Quand même. Ouais. Et oui, très très toxique. On peut trouver également sous bois de mélèze le rhododendron et la myrtille. Nous citerons également un lichen qui pousse spécifiquement sur les troncs de mélèze, la laitarie des renards. Ce lichen a une forme de lanière, de couleur jaune, presque vert fluo, et qui est extrêmement toxique. Il peut provoquer par ingestion des troubles respiratoires graves. Et d'ailleurs, il était utilisé autrefois dans les pays nordiques pour tuer les renards et les loups. Alors, je ne donnerai pas la recette, pas qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui l'utilisent. Il y a une recette bien précise que je ne divulguerai pas. La richesse en oiseaux est comparable à celle des forêts de feuillus de plaine. Mais certaines espèces sont spécifiques aux zones d'altitude. Nous citerons par exemple le tétralyre, le petit coq de bruyère, dont les populations sont en diminution importante dans de nombreux massifs. Les causes sont multiples, mais le dérangement, en particulier hivernal, joue un rôle néfaste important. Parmi les perturbations les plus importantes, nous citerons les skieurs hors piste, les motoneiges, dont l'utilisation à des fins de loisirs est strictement interdite par la loi, les randonnées en raquette. Comme pratiquement tous les arbres, le mélèze vit en association avec des champignons. Par exemple, on va trouver dans les mélèzins le bolet à pied creux, le bolet élégant. Les filaments souterrains des champignons s'associent aux racines de mélèze et il s'établit des échanges nutritifs entre les deux partenaires. Ces champignons forment ce que l'on appelle des mycorhizes. Ces mycorhizes sont indispensables à la bonne croissance du mélèze. On devrait d'ailleurs en tenir compte lors d'exploitation forestière en respectant un petit peu plus les sols et en les dégradant moins, car ça parfois
On voit certaines exploitations dans les forêts de mélèzes où le sol est complètement esquinté, bouleversé sur parfois plusieurs mètres de profondeur. On a encore vu récemment. Et malheureusement, on abîme ces mycorhizes et on perturbe aussi la croissance du mélèze. Et c'est dommage parce que ça, c'est de plus en plus connu, ces associations champignons et des arbres, comme pratiquement tous les arbres ont des mycorhizes. Mais malheureusement, on n'en tient pas toujours compte. Donc si les forêts de mélèzes sont superbes, en particulier au printemps et en automne, n'oublions pas que ces richesses naturelles sont fragiles et qu'il faut les préserver. Merci beaucoup, Claude. De rien.